On a peut-être déjà dit des choses, et on va voir dans quelle mesure on est redondant. On passera vite sur les éléments qui ont déjà été évoqués. Je vais prendre juste une minute pour vous expliquer d'où je vous parle. Je m'appelle Dory Bruyas, je suis directrice d'une association qui s'appelle Fréquence École, qui est installée à Lyon, et dont le métier, c'est l'éducation aux médias numériques. Et pour faire notre métier, qui est donc de faire des ressources pédagogiques, de l'intervention en milieu scolaire, périscolaire, etc. Eh bien, on fait pas mal d'études sociologiques, on a des sortes de logiques d'observatoire, on observe du coup les usages adolescents, et pour pouvoir travailler sur ces questions-là, on travaille beaucoup avec des sociologues sur des approches du coup un peu qualitatives et quantitatives, histoire de savoir un peu mieux ce que sont ces jeunes, et histoire de pouvoir déterminer des enjeux éducatifs. Donc en gros, on va parler d'usage et on va parler d'enjeux. On va essayer de faire ça. Je crois qu'en plus, vous êtes un public assez varié. Vous venez d'horizons différents, donc vous avez forcément des visions un peu différentes de la situation. Je vais commencer avec un graphique qui est mon graphique fétiche préféré. Je vais vous dire pourquoi, dans 2 minutes. En fait, ce graphique, il est magique. Il date de 2009-2010, autant vous dire que quand on parle des pratiques numériques, en fait, il sert à rien. Il est trop vieux. Mais il dit tellement d'autres choses. D'abord, le premier avantage de ce graphique, c'est qu'il commence à 15 ans. Donc c'est les usages, regardez bien. Homme-femme 15-24, homme-femme 25-34, etc. C'est segmenté. Et donc il s'agit d'une enquête sur l'emploi du temps des Français, c'est-à-dire les pratiques d'écran dans le cadre des loisirs des Français, en 2009-2010. Et donc, en rouge, nous avons la télévision seule. En gris, on a la télé et l'ordinateur en même temps. Et en rose, là, cette espèce de couleur étrange, on a l'ordinateur seul. À l'époque, on parle d'ordinateur. Aujourd'hui, quand on essaie de quantifier le temps qu'on passe devant l'ordinateur, en fait, ça veut rien dire. C'est extrêmement compliqué. On s'est rendu compte, par exemple, quand on essayait de quantifier le temps que les jeunes passaient sur Internet, que c'était extrêmement compliqué. Est-ce que vous savez pourquoi, d'après vous ? Parce qu'ils ne se rendent pas compte des fois qu'ils sont sur Internet. Quand ils sont sur leur smartphone, est-ce qu'ils sont sur Internet ? Par exemple, ils ne se rendent pas compte que quand ils sont sur leur Xbox One, ils sont connectés. Et pour eux, c'est pas forcément évident, vous voyez. Donc du coup, la question d'être en ligne, pas en ligne, etc., c'est une question qui est devenue extrêmement confuse. Mais si on regarde ça, on ne le regarde pas pour ça, on le regarde pour autre chose. Si je vous dis maintenant, regardez bien, quel est le public qui, de manière cumulée, passe le plus de temps devant les écrans ? Non, pardon, le moins de temps devant les écrans. Alors on regarde, hein, vous êtes forts, hein, normalement ça devrait bien se passer. Les femmes entre 35 et 54 ans. Alors moi j'essaye de trouver une explication sociologique. Je me dis qu'il s'est passé un truc dans leur vie pour que potentiellement elles soient beaucoup moins disponibles entre 35 et 54 ans. Certaines ont fait des choix courageux. Ok, donc... Il se trouve que les femmes, sociologiquement, entre 35 et 54 ans, font partie des personnes qui sont les plus occupées. C'est pas moi qui le dis, hein. Il se trouve que moi, je suis dans la tranche, vous voyez, et en effet, je peux témoigner. Et donc, du coup, en fait, il se trouve qu'elles ont, du coup, moins de temps personnel disponible. Donc, en fait, ce graphique, il nous annonce une première chose qui paraît comme ça absolument évidente, et d'ailleurs, on va le corréler tout de suite. Si je vous dis quel est le public qui, de manière cumulée, passe le plus de temps devant son écran. Alors, on le refait. Les plus de 75 ans. Eh ouais. Vous auriez pas parié là-dessus, hein. Alors, on va se dire 2 choses là qui sont essentielles. La première, c'est que on passe du temps devant les écrans quand on a du temps. Comme ça paraît être une évidence, mais en fait, bien souvent, on mélange, on confond. Vous voyez, on se préoccupe d'abord de la place de l'écran, puis après, on se dit, bah tiens, cette personne, en fait, elle passe du temps devant les écrans parce que juste, elle a du temps. Sociologiquement, on sait par exemple, et c'est d'autres études, celle d'Olivier Donat sur les pratiques culturelles des Français, qui montraient clairement que les adolescents, par exemple, qui venaient des milieux les plus favorisés, ceux qui avaient Aïkido le mardi, piscine le mercredi, samedi équitation, et dimanche famille, étaient ceux qui potentiellement n'utilisaient pas du tout les écrans de la même manière que des adolescents qui étaient très oisifs et qui avaient du temps. Alors on pourrait dire, en fait la fracture d'usage, elle est là. Et si on s'intéresse du coup aux plus de 75 ans et qu'on se rend compte qu'en effet les plus de 75 ans c'est ceux qui passent le plus de temps devant les écrans, moi ça fait 15 ans que je fais de l'éducation aux médias. 15 ans. En 15 ans,
je n'ai jamais été contactée par aucune maison de retraite pour un programme éducatif. Alors on pourrait dire, ouais, mais c'est votre nom aussi, ou c'est votre activité, ça paraît... Non, pourquoi? Ça fait 15 ans en plus que je le dis, hein. Je vous attends les vieux, hein. Moi je suis prête. Hein. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, il y a un jugement de valeur qui est porté sur ces pratiques. En fait, pourquoi c'est pas problématique que les vieux passent beaucoup de temps devant les écrans? Les très vieux en l'occurrence. Allez-y, dites-le, formulez-le, c'est horrible, mais c'est horrible d'ailleurs, c'est horrible, mais dites-le. Alors, leur vie foutue, moi on m'a dit souvent, ouais, mais tout est joué, hein. Ou on me dit, mais en fait, ils la regardent pas vraiment, ils somnolent. Ok. Ok, n'empêche que c'est eux qui consomment le plus. Et ça ne pose pas de problème parce qu'au fond, on se dit, ah, mais ils sont vieux, ils sont grands, tout est joué. Alors que pour la jeunesse, c'est problématique. Parce qu'en fait, on porte un jugement moral sur les pratiques culturelles des jeunes. On imagine qu'ils devraient faire autre chose que ce qu'ils font. Et donc, du coup, on pense que le temps qu'ils passent devant les écrans, c'est extrêmement angoissant, extrêmement problématique, et ils vont mourir demain. De ça, d'ailleurs. Alors qu'en fait, pour les personnes âgées, s'ils meurent demain de ça, il n'y a pas d'enjeu. La troisième idée qui est montrée avec ce graphique, et vous pouvez le remarquer, c'est qu'il y a quand même un petit décalage de genre qui est en fait lié aussi aux espaces en fait, investis par le genre. Et vous voyez d'ailleurs chez les plus de 75 ans, il n'y a plus de problématique de genre, tous logés à la même enseigne, mais que par exemple on voit très nettement chez les 15-24 ans qu'il y a un écart. Aujourd'hui l'écart il bouge, il mute. Différemment, ce qu'on sait par exemple, c'est que les filles vont investir les espaces conversationnels, donc les réseaux sociaux par exemple, plus que le jeu vidéo de gamer, quoi. Mais tout ça, c'est l'écran en fait. Donc si on rentre pas dans le détail et la finesse de l'analyse du truc, un peu comme quand on fait de l'analyse de contenu média, bah en fait, on a un peu du mal à parler de ce que nous sommes, de ce que font véritablement les jeunes. Alors, quelques tendances très rapides. Qu'est-ce que vous voyez là ? On voit qu'il y a beaucoup de trucs. C'est ça qu'il fallait voir. Regardez bien. En fait, donc là, c'est la dernière étude Credoc. On est juin 2015, je crois. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Juin 2015, c'est très récent. On s'intéresse du coup au taux d'équipement. Et regardez bien. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en fait, si je prends par exemple la téléphonie fixe, qui est la courbe du haut, qui a une légère chute dans les années 2006-2007, c'est vraiment le démarrage sur les chapeaux de roue des téléphones portables. Regardez bien quand même, on est à un maintien, quoi. On était à 93 en 1998, on est à 90 aujourd'hui. En fait, les gens ont encore des téléphones fixes. Donc, on pourrait se dire, ok, mais en plus, ils ont des téléphones mobiles qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et on peut rajouter encore qu'ils ont des téléphones mobiles, mais certains ont des smartphones, qui sont en fait des petits ordinateurs mobiles. Et puis en plus, il y a les tablettes qui sont arrivées dans l'environnement, puis finalement, en fait, ils n'ont pas un ordi, mais plutôt plusieurs ordinateurs. Donc, en fait, ce qui se passe là, ce qui est très net, c'est qu'en fait, on ne perd rien. Vous voyez ? On accumule, on en rajoute des usages, on n'en perd pas. Donc, ça veut dire que ça s'installe, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas certains qui disparaîtront à terme, évidemment, mais en fait, ça veut juste dire qu'on a de plus en plus des environnements numériques denses qui vont évidemment faire qu'on va y passer plus de temps, si je reviens sur la notion du temps, mais où aussi on va multiplier les usages. Aujourd'hui, finalement, avec un smartphone, on a un usage complémentaire de son ordinateur et un autre usage avec le téléphone fixe, etc. On va diviser les usages. Alors, si on continue comme ça, on dit, OK, on est plus équipé, on est plus équipé. Ça, pour moi, c'est un des meilleurs graphiques qui a sorti le Credoc cette année, c'est donc l'espace des usages d'Internet. On va regarder deux variables qui sont extrêmement intéressantes. Donc, on est sur le sujet, c'est conditions de vie et aspirations des Français. Regardez bien, on a 4 typologies d'usages. Les usages experts d'Internet. Alors, les usages experts d'Internet, c'est un peu comme moi. On est nombreux dans ce cas-là, c'est-à-dire des gens qui sont connectés beaucoup, qui l'utilisent, qui ont plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, qui font des présentations, qui publient eux-mêmes d'ailleurs sur les espaces médiatiques, qui mettent des photos, qui contribuent. Tout à l'heure j'ai tweeté, tout à l'heure je vais en refaire un, etc. J'ai fait des photos de la salle. Vous voyez, des usages où je suis, mais en même temps je suis multi-équipée. D'accord ? Des usages experts. En face, on a les usages limités d'Internet. Ça veut dire qu'en fait, les usages limités, c'est quand justement il n'y a quasi pas d'usage. Il y a des gens à qui vous envoyez un mail
Et au bout de 15 jours, vous les croisez dans la rue, vous lui dites, je t'ai envoyé un mail. Ils font, ah oui, j'ai pas regardé. Usage limité. C'est sûr. Quelqu'un qui regarde ses mails tous les mois, on est loin, quoi. Il y a des gens qui n'ont même pas de mail. Imaginez, là, on est vraiment dans les usages limités, quoi. OK ? Ou alors qui ont un mail, mais qui ne savent pas quel est le code, par exemple. Ça existe aussi. Usage pratique, si on descend. Usage pratique, c'est genre le minimum vital. Impôts. Il y a un papy récemment dans une conférence, un papy, bien papy, hein, 80, 75. Et il me dit, oui, moi, Amazon. OK. Usage pratique. Pour lui, c'est de l'usage pratique. C'est-à-dire faire des courses, déclarer ses impôts, voilà. À la rigueur, la sécu. En haut, on a les usages de loisirs. C'est quoi les usages de loisirs? C'est principalement quoi? YouTube, numéro 1. Loin devant. Chez les adolescents, loin devant YouTube, parce qu'ils l'utilisent pour écouter de la musique, mais aussi pour regarder des vidéos, et des youtubeurs, et des séries, et des trucs. Donc en fait, c'est leur média préféré, c'est YouTube. Donc on met YouTube. D'ailleurs, Dailymotion, je vous partage ce chiffre, hein, je crois qu'ils sont 3% à savoir ce que c'est, chez les adolescents. Pour eux, il y a 15 sites de partage vidéo, c'est YouTube. Vimeo, ils n'en ont jamais entendu parler, hein, bien entendu. Donc du coup, on est sur usage de loisirs, et en effet, juste derrière, évidemment, on va avoir les jeux vidéo. Mais par exemple, les ados, ils écoutent de la musique pas avec Deezer, par exemple, ni avec Spotify, ils écoutent de la musique avec YouTube. C'est à ça que ça sert. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on a donc des usages de loisirs, des usages experts, des usages limités, des usages pratiques, et on a 2 variables. C'est pas très net, et on le dira à l'infographiste qui a fait ce graphique. En fait, on a le rose qui fait état de l'âge, et le violet qui fait état du niveau de qualification, d'études. D'accord? Alors on regarde ça bien, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, on va parler de l'âge pour commencer, les adolescents ont des usages de loisirs. Mais regardez, leurs usages de loisirs, ils sont plutôt proches des usages limités. Nous, on avait fait plusieurs études en 2010 déjà. Là, j'ai d'autres chiffres que je vais vous montrer. On s'était rendu compte en 2010 que les adolescents âgés entre 12 et 17 ans, 70% ne naviguaient que parmi leurs favoris. Vous savez, l'idée que les adolescents sont des aventuriers de l'Internet, qu'ils vont à l'aventure sur Internet, c'est pas du tout ça. Ils vont toujours au même endroit. Bon, en même temps, les adolescents, c'est pas toujours des aventuriers, hein. Pour ceux qui sont dans l'action éducative, c'est-à-dire vous tous, vous êtes bien placés pour le savoir. Donc, du coup, 12-17 ans, usage de loisirs, usage limité d'Internet. Et quand on continue, regardez, 18-24 étudiants, d'accord? On est obligé, il y a l'école, il y a les devoirs, la mobilité, etc. On se rapproche des usages experts. Usages experts, tout en se rapprochant des usages pratiques, eh ben, c'est les 25-39, qui sont finalement ces gens un peu qui ont profité, j'allais dire, de l'arrivée, je dis comme ça parce que je parle de moi un peu, ont profité de l'arrivée d'Internet dans leur vie, s'en sont saisis relativement tôt, ont pu en tirer toute la substantifique moelle, enfin presque. Et donc, du coup, c'est assez logique. On vieillit, 40-59, et là, regardez, c'est très marqué, hein. Très très marqué. On passe dans les usages pratiques, voire les usages limités, et dès qu'on s'approche des 70 ans et plus, on est dans les usages limités. C'est la socio, hein, ça ne veut pas dire que c'est valable pour tout le monde, on est bien d'accord, on n'est pas là pour fabriquer des stéréotypes, on est là pour analyser des tendances. Et maintenant on dit ok, il y a le niveau d'études. Regardons le niveau d'études. En fait, on se rend compte évidemment que quand on est sur des usages experts d'Internet, on va être plutôt dans les études supérieures. Et quand on est dans des non-diplômés, on va être sur des usages limités. Remarquez quand même qu'on n'est pas proche des usages de loisirs, mais ça c'est un peu le problème de l'éducation en France, hein, passage. On va être sur des usages pratiques, c'est-à-dire pas forcément transférables avec la question des loisirs. Ça c'est intéressant aussi, les adolescents, un jour, en entretien quali, ils m'ont dit texto, hein, ils m'ont dit, je parlais de ce qu'ils apprenaient à l'école sur Internet, au collège en l'occurrence, et de ce qu'ils pouvaient transférer à la maison. Et là, il y en a un qui me dit, mais madame, c'est pas les mêmes Internet? Ah ouais? Et ils m'ont soutenu ça pendant au moins 10 minutes. Ils en étaient persuadés. Ils me disaient, c'est pas le même, c'est pas... Parce que les filtres, vous voyez, les environnements sécurisés, les trucs où on peut rien installer, les navigateurs qui parfois sont obsolètes, les réseaux qui font que... Bon, c'est pas le même Internet. Donc pour eux, il y a 2 Internets, l'Internet de la maison, l'Internet de l'école. Et ce qu'ils apprennent sur l'Internet à l'école, vous voyez, ils le transfèrent pas pour l'Internet de la maison.
C'est une des vraies problématiques. Hein. Ils apprennent des trucs, mais en fait, ils ne le transfèrent pas. Parce que les environnements sont trop éloignés. Du coup, moi, je milite pour l'anéantissement des filtres et du coup des DSI, des directeurs des systèmes d'information, qui empêchent du coup qu'on puisse installer des trucs sur les ordinateurs, mais c'est très mal vu. Donc je le dis plus, mais une fois, je me suis retrouvée vraiment à une soirée avec plein de DSI, c'était pas facile. Hein. Donc, tout ça pour dire, on se retrouve avec ce graphique-là, et on voit qu'en fait, il y a moyen de cumuler du coup la double peine. Hein. Aisément. Alors genre, j'ai pas de diplôme et j'ai 60 ans. Voilà. Mais on pourrait dire, j'ai pas de diplôme et j'ai 17 ans. Enfin, en tout cas, je vis une scolarité difficile. Je m'oriente pas vers des études facilitantes pour moi, etc. Bref, ça se passe pas bien. On sait déjà que ce jeune est en train de développer des problèmes de compétences numériques. Et si on se dit que le numérique, c'est capacitant, que ça permet de se réinventer, que ça permet de se former tout seul, que ça permet d'aller loin, triple peine. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Du coup, il y a un enjeu. Enfin, il y en a même plusieurs. Allez, on y va sur les enjeux. Mais ça, c'est quand même une donnée qui est la fracture numérique. C'est pas une fracture d'équipement. Alors, attention quand même. Hein. En fait, vous avez vu quand on fait des études sociaux comme ça, on met tablette. On met pas iPad et tablette achetée à Carrefour. Bien qu'on peut acheter des iPads à Carrefour, je crois. Mais on ne met pas de tablette à 50 €, vous voyez. Et en fait, le problème, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du matériel aujourd'hui qui est très performant, qui permet de faire des choses avec, et du matériel qui ne l'est pas du tout, et qui permet juste, en fait, une sorte de catalogue numérique, vous voyez. Et en fait, ça change un peu la donne aussi. Et en fait, on n'est pas assez fin aussi sur l'analyse de l'équipement. Donc aujourd'hui, on est capable de dire, ouais, mais en fait, en termes d'équipement, on est tout pareil, ce qui est un peu vrai. Mais en même temps, on est aussi capable de dire qu'en termes d'usage, on est en pleine fracture sociale, c'est-à-dire que plus on a des handicaps sociaux, plus on a des difficultés de compétences numériques. Donc on fabrique un cercle absolument vicieux en termes d'accompagnement. Alors ça, c'était juste pour vous montrer les groupes les plus ou moins internautes. J'ai un petit focus sur les collégiens. Donc ça, c'est une enquête non officielle que nous, on a faite dans un établissement auprès de 803 collégiens, dans la Loire. Semi-rural, des mômes pas zone sensible, pas zone privilégiée, vous voyez, je ne sais pas comment on peut les appeler, j'allais te dire moyens, normaux, je ne sais pas. Bref, non, on ne peut pas dire ça, mais à peu près quoi. Les 786 élèves, donc on fait passer 803 questionnaires, mais il n'y en a que 786 qui répondent à la question. Il y a toujours un petit lot de rebelles qui ne valident pas le formulaire correctement. Mais en tout cas, quand on leur pose la question de qui possède un compte sur les réseaux sociaux, ils ont, là, c'est pas... Voilà, ils ont environ 11 ans. 70% des jeunes enquêtés ont 11 ans, d'accord? On est en 6e, voilà. Vous regardez bien, 70% des jeunes ont un compte sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se créer leur compte sur les réseaux sociaux? La première chose qu'ils ont faite, ils ont menti. Première chose. Bah ouais, ils ont menti sur leur âge. Et alors, on peut comprendre pourquoi, hein. Mais en fait, ils ont tous un compte. C'est ça qui est fou. Et après, c'est intéressant. Ça, c'est encore une autre question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'un enfant puisse, que son premier geste d'entrer dans les mondes numériques, souvent, ce soit de mentir, c'est déjà un contexte un peu particulier. Alors, on continue. Cela dit, moi, j'ai fait une expérience personnelle assez particulière. J'ai voulu créer un compte Gmail pour mon fils de 9 ans, qui lui-même voulait une chaîne YouTube, voyez. Et en fait, j'ai été bloquée par Google, compte tenu de son âge, puisque j'ai mis sa vraie date de naissance. Et donc, j'ai dû... Ça a été extrêmement compliqué, c'est-à-dire que j'ai demandé à Google d'être responsable de cette adresse mail en tant qu'adulte, je sais pas si, pour qu'il m'autorise à mettre la vraie... En fait, je voulais qu'on soit clair, je voulais que ce soit sa vraie date de naissance qui corresponde vraiment à son profil. Et j'ai dû faire un boulot de malade pour obtenir ça, mais Google a fini par me laisser faire. J'ai dû authentifier mes liens de parenté et tout ça. Mais n'empêche que c'est possible. Donc c'est possible. Après, c'est... Bon. Cela dit, du coup, il a évidemment mis une vidéo en ligne sur YouTube. Alors, 70-30, ok. On regarde les usages, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on est en janvier 2015, ça a un an déjà, enfin un peu plus.
Donc Facebook, ok, 58%. Est-ce que ce chiffre vous surprend, 58%? Vous auriez pensé plus ou plutôt moins? Allez-y. Plutôt plus? Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook ces 5 dernières années-là? Ces 4 dernières? Qu'est-ce qui s'est passé? Les parents sont arrivés sur Facebook, pas faux. Mais il y a eu pire que les parents. Les grands-parents. Ça, c'est le coup de grâce, quoi. Quand vos grands-parents arrivent dans un endroit où vous squattez, souvent, vous traînez plus là, quoi. C'est un peu genre, vous allez au stade où ils squattent, souvent, vous posez, vous buvez le thé avec vos amis rapidement. Il n'y a plus d'ados, quoi. Et on comprend pourquoi. Alors en fait, ils sont quand même restés. Il ne faut pas se mentir non plus, 58%, c'est pas un petit chiffre. Ils restent, mais ils restent avec une identité officielle. Ils ont très bien compris ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris que c'était une espèce de jeu social, que là-dessus, ils suivaient les actualités de la famille, qu'ils étaient en relation avec leurs cousins, leur papa, leur maman. Et là, ils ont 11 ans. Donc ils sont encore, vous savez, dans des relations assez proches de leurs parents. Après, ils ont 14 ans. Ils disparaissent de Facebook d'un coup. Alors la deuxième idée, c'est Snapchat. Vous connaissez un peu Snapchat ? Snapchat, en fait, c'est comme Facebook, quoi. C'est pareil, c'est un réseau, sauf qu'ils sont entre ados. Ils se sentent vraiment entre ados. D'ailleurs, ils sont plutôt entre ados sur Snapchat. Et donc, du coup, d'abord, ils revendiquent ça comme un territoire qui leur appartient. C'est le coup du stade, hein. Ils se disent, il n'y a pas d'adultes, c'est pour nous, quoi. Et donc, du coup, ils se lâchent un peu. Et ils font des blagues d'ados. Donc, pour ceux qui n'ont jamais traîné sur Snapchat, je vous conseille de le faire à l'occasion. Vous allez voir, c'est des blagues de gamins de 13 ans, quoi. Donc, vous passez votre temps à faire... Mais genre, ils dessinent des bites sur des photos de leurs potes, quoi. Non, mais c'est l'ambiance, hein, c'est tout comme ça. Et ils se font des selfies comme ça, et enfin, ils sont que dans des tests où ils évaluent leur popularité vis-à-vis de leurs camarades, etc. Ceux qui ont d'ailleurs le plus de problèmes d'estime se surexposent plus que les autres, et donc du coup vivent très mal les commentaires qui sont faits sur eux. Vous voyez, c'est des espèces de mécanismes d'appréciation, quoi. C'est des problèmes de la popularité dans les établissements. Ça a toujours été comme ça, sauf que là, c'est en ligne. Vous savez, le côté impact mondial, vous savez, souvent quand on me dit ça, on me dit « oui, mais c'est quand même pas pareil, c'est mondial ». Alors en fait, il faut qu'on vous explique un truc qui s'appelle la loi de proximité. En vrai, si ça ne vous concerne pas de près, un sujet, vous vous en foutez. Mais on est tous pareils, hein. En journalisme, ça s'appelle la loi du nombre de morts par kilomètre. C'est-à-dire qu'en fait, 1000 morts à 10 000 km, ça existe 10 000 km? Je suis nulle en géographie, c'est possible? Un truc qui soit à 10 000 km? Ouais. Donc 1000 morts à 10 000 km, c'est aussi important que 100 morts à 1000 km, que 10 morts à 100 km et qu'un mort à côté de chez moi. Horrible, ouais, je sais. Mais n'empêche qu'on fonctionne tous comme ça. Et que la loi de proximité, elle marche aussi. Alors, il n'y a pas que la proximité géographique, il y a la proximité affective, il y a différents paramètres de proximité. Mais en fait, un contenu qui ne nous concerne pas, en fait, on ne le regarde pas. Et ça marche comme ça sur les réseaux sociaux, hein. On en reparlera, mais ça, c'est important. En fait, vous ne consultez pas tout. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui raconte sa vie que vous ne connaissez pas, vous vous en moquez, en fait. Vous n'allez pas voir. On continue. Troisième idée, Instagram. Qui connaît Instagram? Qui a un compte sur Instagram? Ah ouais, on joue. Allez-y. Alors, normalement, il y a plus de femmes que de garçons. Tout à fait, monsieur. Vous exprimez votre part de féminité en sonnant sur Instagram. Non, alors, normalement, il y a beaucoup plus de filles qui utilisent Instagram parce que les sujets de prédilection, c'est plutôt la mode, l'esthétique. Mais ceux qui aiment beaucoup la photo aussi utilisent Instagram parce qu'en fait, c'est un espace d'image, d'ailleurs qui sert qu'à mettre de l'image, le texte étant accessoire. Et Instagram, ça a été pris d'assaut par les adolescentes. Puisque du coup, il est question de mode, d'image, voilà. Mesdames, vous qui avez des comptes Instagram, relevez la main s'il vous plaît, j'ai besoin de voir combien vous êtes. Et donc, vous avez en effet toutes des cheveux longs. Non, mais c'est le look, normalement c'est plutôt le design aussi, enfin bref. Après, il y a aussi celles qui ont des comptes sur Pinterest, par exemple. C'est une autre catégorie. Pinterest, qui a un compte sur Pinterest? Voilà, donc vous faites de la couture, du bricolage. En fait, il y a des usages en fonction, évidemment, de nos centres d'intérêt. Et les réseaux sociaux, ils correspondent à nos centres d'intérêt. Les adolescents, ils aiment l'image. On vit dans une société iconographique. Les appareils photo, il y en a partout. On a tous sur nos smartphones des appareils photo qui sont 1000 fois plus performants que ce qu'on achetait en appareil photo numérique il y a 5 ans. C'est logique. Même moi, des fois, je me surprends et je me dis, mais elle est pas mal cette photo. Du coup, et pourtant, vraiment, je pense que j'ai pas... Bon. Le quatrième, c'est quoi? C'est Skype. Alors pourquoi Skype?
chez les 11 ans. Alors, il y a toutes les familles séparées. Papa, maman séparés, comment on échange, comment on se parle, comment on se voit. Et puis, les grands-parents, bien sûr, toutes les familles, en fait, tout ce qui est familial, Skype, c'est hyper important. Et les gamins, ils ont aussi un autre usage de Skype, c'est que des fois, ils Skype pendant... Alors, Skype, c'est du synchrone, finalement. Mais c'est un peu Skype... là, Facebook, ils ont rajouté, vous savez, il y a moins d'1 an, l'application Messenger, qui cartonne. C'est devenu... En fait, moi, aujourd'hui, dans mon milieu professionnel, c'est plus efficace qu'un mail. C'est-à-dire qu'en fait, un message direct sur Messenger, on a plus de réponses, quoi, quand on cherche à solliciter quelqu'un. Mais chez les adolescents, c'est pareil. En fait, ça permet de faire du synchrone et de l'asynchrone. C'est-à-dire d'être ensemble en train de converser, puis d'envoyer un message que l'autre verra plus tard, etc. Donc c'est extrêmement pratique. Et donc, pour revenir sur le Skype, c'est la même idée. Et les adolescents qui jouent en réseau, ils aiment beaucoup converser sur Skype pour ne pas être forcément dans le chat du jeu. Pour avoir double conversation. Parce que dans le chat du jeu, du coup, vous êtes visible. La dernière chose, c'est quoi? C'est Twitter. En fait, ça, c'est assez surprenant hein, chez les 11 ans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Twitter, c'est pas un truc de gamin de 11 ans, en fait. Parce qu'en fait, il y a des mômes qui ont des sujets d'information, de prédilection. Ils sont assez... quand ils ont un sujet qui les intéresse, ils savent où trouver l'info. Et en particulier, les mômes qui aiment le sport. Les résultats sportifs. Bon, il n'y a pas que les mômes, d'ailleurs, au passage, hein. Je veux dire, ceux qui aiment le sport, ils savent bien identifier par exemple les comptes Twitter qu'il faut suivre, les infos qu'il faut suivre, etc. Mais là, c'est un peu la même idée. En fait, ils s'informent en suivant le compte Twitter de gens qu'ils estiment. Alors quand on regarde ça, on peut se poser des questions du coup sur finalement qu'est-ce qu'ils rencontrent comme problème sur Internet. C'est une question qu'on leur a posée en 2010, nous, et en 2010, on fait cette découverte incroyable. Alors moi, je trouve incroyable, alors que toute la planète entière se préoccupe de la pédophilie, hein, essentiellement, et des actes d'incivilité sur les réseaux, on se rend compte qu'en fait, le problème des ados, c'est pas ça. On se rend compte que le problème des ados, c'est les difficultés techniques. Et aujourd'hui, dans les questionnaires, on les a modifiés, on met la question, et regardez, c'est assez bluffant. 83% des adolescents nous disent « on est en difficulté technique ». Franchement, hein, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a des adolescents de 11 ans qui sont capables de dire de ce dont ils ont besoin, et nous, tous en face, on dit « oui, mais du coup, on va faire des ateliers sur le cyberharcèlement ». Bien sûr qu'ils n'ont pas toujours conscience, mais ils demandent des choses là. L'action éducative, c'est quand même aussi de répondre à une demande des fois. Et ce que je veux dire, c'est que nos angoisses d'adultes, voire nos angoisses parentales, nous empêchent de répondre aux questionnements des adolescents. Je vous raconte une histoire, je l'ai peut-être déjà racontée à certains d'entre vous. Je suis en mission locale avec des jeunes un peu ça va être dur quoi, pendant 5 jours, vous voyez. C'est des jeunes un peu chauds, un peu... ils sortent pour certains de maisons de centres éducatifs fermés, etc. Vous voyez des jeunes un peu... Certains d'entre vous sont peut-être travailleurs sociaux, vous devez voir de quoi je parle. Et il y en a un qui est très agité, il est fatigant, il ne veut pas enlever sa casquette, tout ça, il est fatigant. Mais c'est pas important, puisqu'on n'est pas là pour ça, on est là pour essayer de voir justement quels sont leurs besoins du point de vue des compétences numériques. On lance un premier atelier, on fait des trucs, moi je le fais travailler plutôt sur l'information. Je sens que j'ai moyennement de l'audience avec ce jeune homme, je me dis c'est pas grave, on va trouver d'autres biais pour l'attraper sur ce dossier-là. Il vient me voir à la pause entre midi et 2, puis là d'un coup il est un peu plus tout seul, vous voyez, face à moi, il me dit madame bonjour, en fait je viens vous voir parce que j'ai un problème. On ferme les portes, je lui dis vas-y raconte, déballe ton problème. Et du coup, il me dit, en fait, il y a quelques années de ça, genre il y a 2 ans, je me suis disputée avec un pote qui était mon super pote, qui avait mes comptes Facebook, son mot de passe, parce que les ados, ils se filent leur mot de passe. C'est comme un signe d'engagement affectif. Du coup, il lui file son mot de passe parce que c'est son pote, puis après, c'est plus son pote, et pour différentes raisons, l'autre prend la main sur le compte Facebook et décide de lui pourrir sa vie. Genre, il balance des photos, il se fout de sa gueule, etc. Et en fait, l'adolescent en question est absolument perdu face à ça, puisqu'il n'a plus la main sur le compte, puisqu'il n'a plus le mot de passe. Et je lui dis, très bien, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, je me suis créé un autre compte. Donc en fait, il a pensé qu'en mettant ça sous le tapis, ça allait s'arrêter tout seul. Et en fait, l'ado en question continue de l'embêter avec ça, etc. Et il dit, là, j'en peux plus, je veux... Et je sens que c'est douloureux, vous voyez? Je sens que c'est douloureux. Et je lui dis, et t'as essayé de prendre la main sur ton compte? En fait, ça n'est qu'un problème de compétences techniques. Hein. Il me dit, ouais, mais du coup, je sais pas faire. Alors je dis, allez, on s'assoit, on y va, on le fait ensemble.
On se connecte, je lui dis, est-ce que tu te souviens de l'adresse email avec laquelle tu as créé ton compte Facebook? Et là, en fait, Facebook, il vous met la première lettre, des étoiles, le arrobase, des étoiles, et les dernières lettres du mail. Il regarde le mail comme ça pendant 10 minutes et il me dit, non, je sais pas. Non, je sais pas. Parce qu'en fait, souvent, ils se souviennent pas, en fait. Ils ont créé plein de mails, ils se souviennent pas des mots de passe. C'est le chaos organisationnel, du coup, il n'en sait rien. Il regarde, et au bout de 10 minutes, il fait, oh, c'est ma mère. Bon point. Donc, on sait que c'est ta mère. On appelle sa mère pour pouvoir avoir, du coup, l'accès à la boîte mail de sa mère. Jusque-là, logique. J'appelle sa mère. Bonjour madame. Et la dame, je lui dis, mais madame, du coup, j'ai besoin d'accéder à votre boîte mail. Je suis avec votre fils, vous ne risquez rien. On y va, on le fait. Et après, vous changerez votre mot de passe si vous voulez. Elle me dit, mais bien sûr, mais sauf que je ne le connais pas, moi, mon mot de passe. Elle me dit, il y a 3 ans, il y a 2 ans, elle me dit, ou 18 mois, elle a changé d'ordi. Elle avait mémorisé le mot de passe dans l'ordi. Son ordi a planté. Et du coup, elle ne le connaît pas, en fait. Et donc, elle a oublié cette adresse mail. Elle s'en est créée une autre. Du coup, je lui dis, on va du coup récupérer votre mot de passe cette fois-ci sur votre mail. Donc, j'aide la maman par téléphone à récupérer son mot de passe. Heureusement, elle avait mis son smartphone. Vous savez, il y a plein de gens qui mettent pas leur smartphone. Mais c'est quand même une manière de récupérer des mots de passe, en fait, quand on est perdu un peu là, comme ça. Du coup, elle finit par le récupérer, elle me le donne, on reprend la main sur le compte. Là, on voit qu'il y a 12 milliards de mails non lus, mais ça, c'est son truc, hein. Et donc, du coup, on réussit à reprendre la main sur le compte de l'ado en question. Enfin, le truc, ça dure 20 minutes, c'est hyper long, tout ça. On reprend la main. Je change le mot de passe de la page Facebook d'avant, je le mets devant le bouton supprimer, vous voyez, la souris, tout ça. Je lui dis maintenant, c'est à toi de le faire, il faut que tu supprimes ce compte. Il a été trop abîmé. Il est tremblant, il me dit vraiment, c'est ça que je dois faire. Il hésite pendant 1000 ans. Tout. Il finit par appuyer, là vous savez ce qu'il a fait? Il a pleuré. Moi je pense que ce môme, ça faisait 2 ans qu'il traînait son boulet, qu'en fait il était perdu et qu'il ne savait pas vers qui se tourner. C'est quand même... Là, il a trouvé une nana là, qui traînait par là, qui essayait de faire une intervention. Il s'est dit, nickel, elle, entre midi et 2, je lui parle de mes problèmes. Mais en fait, c'est quand même problématique de ne pas savoir vers qui se tourner quand on a un problème dans la vie. Mais il ne savait pas, pour de vrai, je pense. Il ne sait pas ce qu'est un EPN, à mon avis. Il ne sait pas ce qu'est un médiateur numérique. Il sait pas... Vous voyez, il ne sait pas que les enseignants, les travailleurs sociaux peuvent l'aider à faire ça. Ça ne demande aucune compétence de dingue. Hein. Ça demande juste un peu de pugnacité et savoir lire. Bon. Ce qu'il n'avait pas d'ailleurs, à mon avis. Mais donc voilà, ça c'est important. Donc quand on demande aux ados, oui, des difficultés techniques, 83% d'entre eux, c'est quand même le nerf de la guerre. Et après, il y a quand même la question de l'exposition à des images choquantes. Alors qu'est-ce qu'on entend par exposition à des images choquantes? On va être sans langue de bois, s'il vous plaît. Ah ouais, voilà, on parle de cul, oui, de pornographie, tout à fait. Et alors, en fait, un truc qui est très vrai, et nous, ça, on a pu le démontrer dans le cadre des enquêtes Cali, c'est que les adolescents ne tombent pas sur du porno par hasard. Quand on tape sexe gratuit, il y a des chances qu'on tombe sur du porno de manière absolument volontaire. Mais par exemple, vous voyez, ils connaissent très bien, dès 11 ans, hein, ils connaissent les noms des sites porno. Ça ne veut pas dire qu'ils y sont allés, d'ailleurs, au passage. Mais par exemple, vous dites YouPorn dans une classe de 5e, je vous assure, il y a les 3/4 de la classe qui vont... comme ça. Mais ils ne savent pas ce qu'il y a dessus. Et donc, ils finissent par y aller. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez très bien ces sites porno, on va faire comme si ce n'était pas le cas. Si vous allez sur un site comme YouPorn, vous allez vous rendre compte très rapidement qu'en fait on tombe sur des contenus auxquels on n'était absolument pas préparé, même moi. Je vous avoue qu'il y a des contenus, j'ai fait vraiment. Sans jugement moral, hein, vous voyez. Juste, l'identification marche pas du tout, quoi. C'est juste ça. Et donc du coup à ce moment-là, j'imagine, j'ai 12 ans. Et nous, on a reçu des jeunes filles en entretien qui nous racontent qu'elles y vont à 2-3 copines pour aller voir, quoi. Et elles tombent sur une scène de gangbang entre personnes âgées. Non, mais je vous assure, il y a des choses comme ça. C'est vrai que du coup, en plus, le système fait qu'en fait, vous voyez des vidéos même que vous voulez pas voir, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme YouTube. Et donc, au bout d'un moment, en fait, ils sont très marqués par ce qu'ils ont vu. Voir des scènes de gangbang tout court, ça peut être un peu perturbant pour une jeune fille de 13 ans. Et en fait, surtout de nouveau, c'est interdit normalement de regarder de la pornographie. Oui, elle a dit qu'elle avait 18 ans, la jeune fille, sur le truc. Et puis en plus, tout le monde dit qu'il ne faut pas regarder du porno. Donc du coup, elle a vu du porno, elle sait qu'elle n'a pas le droit de voir du porno, elle sait qu'elle a menti pour voir du porno, et elle ne va pas aller voir sa maman en disant « Maman, en fait, je suis allée sur YouPorn. » Et en plus, on ne parle pas tellement de porno avec ses parents, comme vous le savez. Hein. C'est pas
C'est pas idéal comme situation. Et donc, de nouveau, l'adolescente ne sait pas vers qui se tourner. L'infirmière scolaire, par exemple, ça peut être une réponse à son problème. Mais pour ça, il faut que l'infirmière scolaire, d'une part, moi je fais des formations avec les infirmières scolaires où je les force à voir du porno, quoi. Non mais... C'est-à-dire que c'est pareil, il faut pouvoir parler de ce qu'on connaît à un moment donné. Alors, elles sont pas obligées de regarder toutes les séquences jusqu'au bout, faut pas déconner non plus. Mais exercice obligatoire ce soir, vous faites 20 minutes de YouPorn et je veux que vous ayez au moins testé 8 catégories. On continue, contact malveillant d'une personne inconnue. Oui, les adolescents sont en relation sur les réseaux sociaux et évidemment, parfois, il y a des contacts malveillants. C'est-à-dire, ils s'embrouillent en ligne, quoi, beaucoup. Ils gèrent leurs conflits en ligne, beaucoup. Des fois aussi, ils se draguent sur les réseaux sociaux. Si on continue, il y a évidemment tout ce qui est insultes, menaces, fausses rumeurs, usurpation d'identité, mais c'est des problématiques relationnelles qui existaient avant, qui préexistent à Internet et qui sont juste rendues visibles par Internet. Moi, je suis très surprise aussi des discours sur le cyberharcèlement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je pense que le climat scolaire est un contexte violent sur lequel il faut travailler, mais je pense que ce n'est pas nouveau, en fait. C'est juste que d'un coup, c'est visible, en dehors de l'école. Et le fait que ce soit visible, évidemment, ça nous préoccupe. Et puis aussi, on est quand même, aujourd'hui, j'espère, plus sensible au mal-être adolescent qu'on pouvait l'être il y a 20 ans. Alors, du coup, quand on leur demande ce qu'ils veulent apprendre, ils nous disent des choses. On leur dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi? Ils veulent savoir comment supprimer des contenus sur eux. Vous avez vu, 56%. Parce qu'en fait, bien souvent, ils ont testé, ils n'ont pas peur, les adolescents, c'est le propre de l'adolescence, ils essayent, ils sont dans l'essai-erreur. Et souvent, ils essayent, et après, ils sont, ah, mince. Comment je fais? Et en même temps, vous voyez, si on leur dit faut pas publier de vidéos, faut pas le faire, faut pas le faire, faut pas le faire, quand ils finissent par le faire, du coup, ils sont un peu démunis, quoi. Finalement, est-ce qu'il faut pas les accompagner à le faire pour leur apprendre à le défaire? Je sais pas, je pose la question. Disons qu'on va pas leur apprendre à faire un suicide pour... Vous voyez? Donc il faut peut-être pas non plus. Mais il y a peut-être un truc à inventer qui ferait qu'en fait, on essaye des choses avec eux en étant bienveillant. Pas dans le jugement moral. On parlait... Tout à l'heure, on a vraiment évoqué la question des cultures légitimes et illégitimes, on y reviendra. Le problème, c'est ça. Hein. Si on continue de penser qu'en fait, ils font des choses qui ne sont pas pertinentes, intéressantes, voire dangereuses pour eux, on ne peut pas les aider convenablement. Alors, mieux protéger leur image sur Internet, en fait, ils sont un peu obsédés par ça. Hein. Parce qu'aussi, les adultes leur envoient beaucoup ça. Connaître leurs droits sur Internet. Les ados, ils veulent souvent connaître leurs droits. Leurs devoirs. Et il y a un truc extrêmement intéressant, c'est ça, regardez. Ils veulent améliorer leur production vidéo et photo. Ils ont une passion pour l'image qui est réelle. Et là aussi, ils manquent de compétences. Ils apprennent... je vous montrerai bien un truc. Moi, j'ai rarement vu des productions vidéo de gamins faites en autonomie de qualité. Rarement. Mais parce qu'ils n'ont pas les codes. Et des fois, il y en a un, il a développé les codes et c'est assez surprenant. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est la vidéo d'un môme qui a 13 ans. Qui est assez bluffante, mais il y en a très très peu qui sont capables de produire ça. Si, je vais vous la montrer, du coup, ça n'a absolument rien à voir, mais la question de la production des images, on a une seconde. Hein. Alors, je vous la montre après, du coup. Alors, ils ont un intérêt évident pour la production d'images. Regardez bien, en fait, ils utilisent souvent la production d'images comme un moyen de capter des moments passés en famille. Vous savez, c'est le côté Harry Potter. En fait, c'est comme des... Ça fait un écho. C'est comme des images, en fait, qui permettraient de capter des moments. C'est de la vidéo, mais en fait, ça pourrait être de la photo. En fait, on se rend compte aussi qu'ils aiment beaucoup produire de l'image sur les performances physiques, sportives, etc. Et évidemment, vous avez vu, les films et les courts-métrages qui racontent une histoire, finalement, c'est que 14% de leur production audiovisuelle. Ils ne sont pas du tout dans quelque chose de construit, ils sont dans quelque chose d'instinctif. Ça, c'est une autre étude qu'on a faite en avril 2014 avec tout un groupe de chercheuses en sociologie où on s'est intéressé à ce que consomment les jeunes dans les médias. Regardez bien, on a du coup la tranche d'âge enquêtée, c'est collégiens, lycéens, étudiants, mais juste IUT, vous voyez, 2 ans après le bac. En fait, la télévision, on l'a comparée à ce qu'on va appeler le hors-télévision. En fait, c'est Internet, ok ? Quand on regarde la télévision, on se rend compte que la série est à 34%,
que la télé-réalité est à 18,5%, et qu'ensuite on va avoir le sport, les dessins animés et les magazines médiatiques. Vous avez vu, plus qu'à 6% quand même. Le JT, c'est 5%, avec des nuances qui sont faites sur le dessin animé manga, c'est-à-dire les films d'animation qui sont assez spécifiques. Mais en gros, c'est le culte de la série. D'abord, il y a beaucoup de genres, mais surtout, c'est le culte de la série. Mais en même temps, vous aussi, hein. Vous avez vu ? À la télé, il n'y a pas le film. Les gens ne regardent pas des films à la télé. Moi, je pense que les chaînes devraient arrêter de programmer des films à la télé, ça ne sert à rien. Voilà. Si on regarde le hors télé, du coup, ce qu'on télécharge en gros ou ce qu'on stream, regardez bien, du coup, on a les séries à 41%, parce que décidément, c'est le truc. On a les youtubeurs, qui est quand même quelque chose qui n'est pas diffusé en télé, en tout cas, qui ne l'était pas et qui commence à l'être. Les vidéos de jeux vidéo. Vous avez du mal à comprendre cette idée-là, hein, souvent. Hein. Ça c'est compliqué. Hein. Donc les vidéos de jeux vidéo, c'est véritablement un des éléments importants de la culture adolescente et des joueurs en particulier, mais vu que les joueurs, c'est à peu près 50% des mômes, vous voyez. Donc oui, ils regardent des vidéos de gens qui jouent à des jeux vidéo. Est-ce que vous savez à quoi ça sert ? Pardon ? Mais bien sûr, ça sert à apprendre à jouer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de guide. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on achète un jeu vidéo, il n'y a pas de notice à l'intérieur. Hein. Vous êtes seul au monde avec votre jeu vidéo. Et donc, en fait, les vidéos, elles servent juste à apprendre à jouer. Et en plus, c'est drôle. Et bon, après, vous savez que vos enfants regardent trop de youtubeurs quand ils se mettent à vous dire what the fuck de manière assez régulière. Là, vous savez que ils regardent pas la télé, quoi. Ok, on va pas aller plus loin que ça. Moi, je préfère la suite. Donc là, on leur dit, ok, la question c'est de dire, parmi ces séries que vous regardez, lesquelles sont celles que vous préférez ? Regardez bien. C'est une grosse étude, hein, ils sont 2000. Hein. Par contre, la tranche d'âge est assez large. D'accord ? Donc là, on leur pose la question. Qu'est-ce que vous regardez ? Alors, il y a deux choses à dire. Vous avez vu qu'on a entouré les princes de l'amour ? Ça, là, c'est pas une digression, je suis obligée. Qui a déjà vu les princes de l'amour ? Ok, quand même. Bon, c'est encore pas tout à fait assez, hein. Vous avez 2 minutes, hein. Attendez, il n'y a pas de son, donc ça n'arrive pas de marcher. Il était une fois 3 princes aux grandes qualités de cœur qui n'avaient jamais connu l'amour. Bastien, Arthur, Charles. Et 3 princes très beaux. Alors, ça n'est pas une série, hein, c'est de la télé-réalité, mais en même temps, ça montre clairement que les ados sont pas dupes. Parce qu'en fait, comme chacun le sait, la télé-réalité n'a de réalité que le nom. Donc, du coup, on a 3 moches. Aux multiples C'est les princes aux grandes qualités de cœur et 3 beaux. C'est le pitch. Hein. Qui se disaient prêts à tomber amoureux si une jolie princesse leur faisait découvrir. Alors, on est au pays des stéréotypes. Les moches n'ont jamais aimé. Les pauvres. Et les beaux n'ont jamais aimé non plus, mais parce qu'ils sont beaux. Vous voyez, donc du coup, en fait, ils ont trop de choix. Et les moches, c'est juste parce qu'ils n'ont pas eu le choix, c'est horrible. Le véritable amour. Et donc, Raphaël, du coup, ils vont envoyer Florent 2 filles et vont et devoir passer Anthony. plusieurs jours avec les 2 filles pour en choisir une et puis C'est dans une superbe villa qu'ils vont rencontrer les 2 prétendantes avec lesquelles ils vont vivre tout au long de l'aventure. En fait, écoutez bien. Le pitch, c'est le pitch des rapports amoureux. C'est très compliqué à gérer une fille, donc là 2 filles en même temps, ça va être très dur. Tu peux noter ton adresse, il y a un taxi qui viendra te chercher. Il y a les attaquants, il y a ceux qu'on leur place sur le banc de touche. Tu peux aller te rasseoir. Oh mais c'est des problèmes. Vous voyez, c'est vraiment un Mais truc, chacun va tenter de trouver l'amour à sa manière. Ça a toutes les qualités que... voilà, C'est faut très toujours moral, chercher hein, une c'est femme. très normé. Moi et C'est peut-être ma en phrase préférée, moi, qui pour moi, elle arrive. Elle La c'est plus une belle moche, chose que l'on puisse espérer dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé en retour. Voilà. Donc ça, c'est magique. C'est vraiment un truc écrit pour les adolescents. Et du coup, c'est très surprenant de le voir remonter à ce point-là dans les chiffres, en fait, de la consommation adolescente. Du coup, nous, quand on le voit sortir, là, du coup, on va regarder plein d'épisodes. C'était intéressant. C'est une expérience sociologique absolument intéressante. Oui, c'est pas un contenu qualitatif, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, ça permet pas d'avoir un point de vue éclairé sur le monde, a priori. Mais
ça traite des rapports amoureux. Et en fait, l'adolescent, là, à cet âge-là, à 13, 14 ans, ce qu'il veut, c'est qu'on lui parle des rapports amoureux. Oui. C'est cumulé. En fait, l'autre truc qui est extrêmement intéressant, c'est que le programme qui, chez ces adolescents, fait le plus d'audience, fait 7% seulement. Parce qu'en fait, ils sont capables de citer 300 autres noms. En fait, moi, quand j'avais 15 ans, je regardais la même chose que mes copains, parce qu'on avait 6 pauvres chaînes, et du coup, on regardait tous la même chose. Non, mais c'est vrai. C'était la fête à la maison, ça était diffusé à 17h30, là, c'était pourri, Art les cœurs à vif après, et hop, ça s'était fait, on pouvait en parler, tout ça. Là, on a 320 sources différentes. Donc, en fait, ils sont sur des usages qui ne sont pas les mêmes, qui sont segmentés, et qui posent des questions absolument intéressantes. D'abord, la série, c'est ce qu'ils regardent, la place de l'information, 5%. Vous allez voir, il y a un peu de choses quand même sur le média, mais vous allez voir lequel. En fait, ils en sont là, quoi, à ce moment-là. Et donc, rapidement, regardez bien, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? L'autre truc qu'on voit qui est assez bluffant. Ces séries, elles sont comment? On aurait pu dire qu'elles étaient plus adultes. Donc, on pourrait d'ailleurs dire qui a vu The Walking Dead? En fait, on est plutôt nombreux. Hein. Donc, en fait, c'est intéressant. C'est plutôt un truc pour... en fait, c'est assez qualitatif. Hein. Je veux dire, on peut prendre par exemple Breaking Bad, c'est une des meilleures séries de tous les temps. Vous voyez, c'est pas du produit non plus produit à la va-vite. Vous voyez, c'est pas... j'allais dire, c'est pas Plus belle la vie, quoi. Non, mais du point de vue qualitatif, si on parle de ça. Donc après, on regarde, ok, et surtout, qu'est-ce qu'on voit qui est bluffant? Vous le voyez pas? C'est tout américain. Tout. Avec une consommation souvent qui se fait à J plus 48 heures, donc tout en sous-titrage, avec des mômes qui sont en train de développer au passage, hein, il y a d'autres études qui le montrent chez les consommateurs de séries, des vraies aptitudes langagières. Je pense qu'on va régler le problème de l'apprentissage de l'anglais grâce à ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand on consomme de la VO sous-titrée, on s'acculture, quoi. On se fabrique une oreille, on comprend des mots, etc. Mais ils consomment tout en VO sous-titrée. Les ados, ils regardent pas des séries doublées, pas trop. Hein. Alors ça dépend desquelles, hein, mais toujours pareil. En fait, on se rend compte que, vu qu'ils les consomment dans l'urgence, elles n'ont pas le temps d'être doublées. S'ils les consomment dans l'urgence, The Walking Dead et à cette époque-là Game of Thrones, ils sont dans l'urgence, quoi. Ils veulent les derniers épisodes. Le truc, par contre, c'est qu'ils sont capables de se regarder une saison qu'ils ont ratée, ou en effet, il suffit qu'ils aient 14 ans et qu'ils aient jamais vu une série ancienne, ils vont peut-être la regarder en doublé, quoi. Mais aujourd'hui, même les chaînes de télé, elles proposent la VO quasi systématiquement sur tous les programmes, quoi. Donc bref, on regarde ça, culture américaine, mais surtout mondiale, et dans la même temporalité. C'est-à-dire aux États-Unis, on regarde la même chose qu'en France, quoi. Game of Thrones, là, ça arrive le 24 avril. Je connais la date. Alors, si on analyse un peu plus finement collège, lycée et UT, là, on prend tous les programmes compilés, d'accord? Pas que les séries. Regardez bien. On se rend compte qu'en fait, c'est le choix du divertissement. Les Princes de l'amour, à ce moment-là, en avril 2014, c'est ce qui fait le plus d'audience chez les collégiens. Regardez bien, 13,4%, c'est énorme, ça veut dire que c'est massif. Bon, ça veut dire qu'en gros, dans une classe, ils sont 3, à minima, voire 4, à avoir vu le programme. Et après, il va y avoir évidemment des influences sociologiques. Donc après, on peut se dire, ils vont parler du programme en tout cas. Donc, les Princes de l'amour, les Simpsons, je ne m'explique pas ça. Après, on s'est rendu compte que les Simpsons étaient surdiffusés en télé. Sur plusieurs chaînes, on peut toujours regarder un épisode. Donc, en plus, on n'est pas obligé de les prendre dans l'ordre. Bon. Le football, ok, et Violetta, ils sont encore petits. Hein. Donc là, c'est très genré. On le voit nettement, les garçons regardent le foot, les filles regardent Violetta. Bon, passons. On passe au lycée. Et les Princes de l'amour, hein. Toujours. Deuxièmement, Touche pas à mon poste. Alors ça, c'est hyper intéressant, Touche pas à mon poste. Vous voyez qui c'est? Cyril Hanouna. C'est un programme qui plaît beaucoup aux jeunes. C'est diffusé à une heure qui est tout à fait acceptable pour eux. Ils sont rentrés de cours, ils ont fait leur truc et tout ça. Et en plus, l'émission de Cyril Hanouna, en fait, c'était un résumé de ce qui s'est passé sur les autres chaînes. C'est comme une manière de regarder... et sur Internet aussi. Il utilise beaucoup de références de trucs trouvés sur Internet, des vidéos qu'on buzzait, etc. C'est très culture transversale, quoi. Le petit journal et les Simpsons, que je comprends toujours pas. Et juste derrière, Touche pas à mon poste devient leader chez les post-bac, qui est le programme vraiment
d'information et de divertissement en même temps pour eux, hein, parce que c'est du média. Les Jeux Olympiques à l'époque, c'est du sport et le petit journal. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils consomment l'information quand elle est entertain, quoi. Quand elle est un peu sexy, quand elle est rigolote, quand elle est gonflée. Le petit journal, sa cible, c'est les jeunes. Hein. Mais en même temps, le petit journal, c'est regardé aussi par des vieux. Ou c'est des vieux qui sont jeunes. Et les Princes de l'amour à 4,3%, c'est-à-dire que même à l'IUT, il y en a qui n'ont pas réglé la question des rapports amoureux, quoi. Du coup, la question, c'était de se dire, ok, face à ces usages et ces questionnements, quelles questions ça pose vis-à-vis de la culture professionnelle des acteurs éducatifs? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a longtemps eu un traitement absolument anxiogène des mondes numériques. Et ça a été très problématique. Pourquoi c'est problématique d'avoir un traitement anxiogène des mondes numériques? Parce que ça empêche d'accompagner. Ça fait faire de la sécurité. La sécurité, le contrôle, ça n'est pas de l'accompagnement. Donc en fait, c'est un peu comme si on avait empêché les enfants de traverser la rue, sous prétexte que la rue, c'est dangereux. Et ça, c'est... on n'a pas été aidés, hein, je veux dire. Il y a eu des campagnes portées par des associations de protection de l'enfance qui ont transformé les mondes numériques en monde de tous les dangers. Hein, pour mémoire quand même... Alors, regardez, ça c'est une photo terrible. Hein. Vous l'avez vu? Des gens absorbés par leur système high-tech de réalité augmentée en 1946. C'est-à-dire l'idée qu'on était perdu, que vous voyez, on avait un problème du coup de rapport à l'immédiateté, que le numérique c'était la mère de toutes les difficultés adolescentes ou des enfants. Ça n'est pas, a priori, c'est quand même une construction, ça, mentale. Ça a un nom aux États-Unis, ce phénomène s'appelle la panique morale. C'est qu'en face à un phénomène émergent, on panique de manière absolument inconsidérée. Ça ne veut pas dire que ça n'impacte en rien non plus ce qui se passe, hein, c'est pas ça que ça veut dire, mais il faut vraiment sortir de cette approche morale. Alors quand même juste, il y a eu des campagnes de prévention sur le fait que les réseaux sociaux c'était la pédophilie, regardez bien, vous vous souvenez de ça? Steph, Patrick, Frankie, Jimmy, votre fils est là? Oui, il est en haut dans sa chambre. Je vous en prie, entrez. Salut, Arthur est là. Il est en haut. Il est dans sa chambre, c'est ça? On a un truc spécial à lui montrer. Ah, merveilleux. Pas mal la déco. Ouais, Arthur. Il est à l'étage. Un bonus à la fin. Bonjour. Bonjour. C'est la charmante petite Anna. Tu en as un joli lapin? Viens, je vais t'en montrer un vrai. Ne laissez pas le danger entrer chez vous. Protégez vos enfants. Voilà, vous avez vu un peu d'où on vient? Donc c'est pour ça, hein, faut pas se fouetter non plus. Hein. La question des mondes numériques, c'est aussi ça. Là aujourd'hui, il y a le cyberharcèlement vraiment qui focalise l'attention. Et il faut s'en méfier parce que c'est de nouveau une construction. Et il y a la question du complot. Ça ne veut pas dire que la question que tous les mômes seraient victimes des théories complotistes, c'est-à-dire, oui, il y a un problème, on va le voir, de maîtrise des process de l'information, et d'ailleurs, on est pour partie responsable de ça, et vous verrez dans quel cadre, mais il ne faut pas le confondre avec la réalité véritablement de ce que vivent les adolescents. C'est un nouveau phénomène médiatique, vous voyez ce que je veux dire? C'est le nouveau sujet qui inquiète. Et dans 5 ans, il y en a un autre, enfin non, pardon, dans 6 mois. Alors, on s'en moque. L'idée qu'il n'existerait qu'un seul type de culture, en fait, quand on fait de l'accompagnement à l'information, quand on s'intéresse à la question des médias sociaux, par exemple, ça veut dire qu'il faut considérer toutes les cultures. Et que du coup, on ne segmente pas. Ah, il y a la bonne et il y a la mauvaise. On s'en fout. On peut lire Platon et ne rien y comprendre. Et on peut trouver que, finalement, que les princes de l'amour, c'est un peu une allégorie de la caverne, quoi. C'est vous qui méditez là. Hein. En fait, l'idée, c'est de défendre aussi le fait que finalement, aujourd'hui, un adulte équilibré qui va bien, il a une culture éclectique. Il est capable, oui, de lire du classique, et oui, il est capable aussi de s'intéresser à du média de masse. Il ne faut pas surestimer les compétences des jeunes sur Internet. Ça, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que plus on imagine qu'ils sont compétents, moins on les accompagne correctement. Par exemple, bien souvent, vous savez, sur la question justement du rapport à l'image des adolescents, on dit, on va leur montrer qu'on peut tout retoucher. Vous savez ça? Qu'on peut tout retoucher. Et en fait, c'est faux.
oui, techniquement, on peut tout retoucher. Mais si moi, demain, je suis responsable d'une campagne, je ne vais pas prendre une fille moche que je vais transformer en fille belle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une fille canon quand même, enfin d'après les critères esthétiques en vogue, hein, parce que ça aussi. Hein. Je vais prendre une fille canon, je vais l'améliorer quand même avec du maquillage et de la coiffure, parce que je suis quand même... voilà. Et après seulement, je vais peut-être faire un peu de retouche pour finaliser mon produit. Et en fait, à trop laisser penser aux adolescents que toute image est absolument fabriquée sans intention, on se trompe. On fabrique de la communication ou des images en fonction d'un objectif de communication. On ne le fait pas à partir de ex nihilo, quoi. On se dit pas, tiens, je vais retoucher toutes les images de mes amis, comme ça j'aurai des amis beaux. On ne fait pas ça. On pourrait, mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que ça n'a aucun intérêt. Si nos amis sont moches, ils sont moches. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de l'objectif de communication, c'est un truc qu'on a oublié. Et quand on fait de l'accompagnement en éducation aux médias, bien souvent, on oublie que les choses se font avec des logiques médiatiques. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé des médias. Un truc qui est hyper important chez les médias, c'est que c'est des entreprises. Et que c'est des entreprises... Par exemple, vous savez, aux États-Unis, le premier pôle d'exportation américain, c'est l'industrie culturelle. C'est les séries. Et la musique. Ce que je veux dire, c'est que ça ne se fabrique pas genre tranquille, on se met dans un studio puis on voit ce que ça donne. Il y a des process, c'est industriel, c'est bossé, il y a des formats, il y a des cadres, etc. Et bien souvent, quand on fait de l'éducation à l'information, on s'affranchit de ça. On se dit, on va faire de la posture critique, on va critiquer. Mais critiquer, ça n'est pas comprendre comment c'est construit. C'est un peu comme si on regardait des résultats mathématiques et qu'on les critiquait. Ah, moi, je trouve que franchement, ce résultat, il n'est pas terrible. Sans se demander comment on en était arrivé au résultat. Non mais c'est vrai, hein. C'est-à-dire que par exemple, se poser la question du modèle économique des médias qui sont des entreprises, c'est quand même une donnée essentielle. Pourquoi par exemple Google fonctionne comme il fonctionne? Je vais vous montrer une vidéo qui me semble absolument éclairante et qui dure 7 minutes je crois, qui va permettre de bien revenir sur cette idée du process informationnel. Alors, je voulais vous... Quand on dit développer l'esprit critique, il faut faire attention au sens du mot. L'éducation critique, c'est de l'éducation au choix. Donc, il faut donner les clés de lecture. Ça ne veut pas dire qu'on impose son choix. Bien souvent, moi, il y a des gens qui me disent « Oh là là, on va faire de l'éducation critique, hein, parce qu'ils regardent trop TF1. Hein. » C'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est que même quand ils regardent Arte, qu'ils soient critiques. Je vous montre un truc. Si j'y arrive. Alors... c'est un TED américain qui date de 2012, je crois. Il s'appelle Elie Pariser. On s'arrêtera là-dessus. C'est vraiment sur la question des médias sociaux, de l'algorithme, etc. Pour moi, c'est une des plus grandes confs TED qui a été faite dans la mesure où il fait cette conf alors qu'en fait, Mark Zuckerberg et Larry Page et Sergey Brin, c'est-à-dire les équipes de Google, sont dans la salle. Donc ce qu'il fait à ce moment-là, c'est couillu, ouais. Mark Zuckerberg, a journalist, was asking him a question about the news feed. And the journalist was asking him, why is this so important? And Zuckerberg said, a squirrel dying in your front yard may be more relevant to your interests right now than people dying in Africa. And I want to talk about what a web based on that idea of relevance might look like. So when I was growing up in a really rural area in Maine, the internet meant something very different to me. It meant a connection to the world. It meant something that would connect us all together. And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society. But there's this kind of shift in how information is flowing online. And it's invisible. And if we don't pay attention to it, it could be a real problem. So I first noticed this in a place I spend a lot of time, my Facebook page. I'm progressive politically, big surprise, but I've always gone out of my way to meet conservatives. I like hearing what they're thinking about. I like seeing what they link to. I like learning a thing or two. And so I was kind of surprised when I noticed one day that the conservatives had disappeared from my Facebook feed. Et ça fait ça chez vous aussi. And what it turned out was going on was that Facebook was looking at which links I clicked on. And it was noticing that actually I was clicking more on my liberal friends' links than on my conservative friends' links. And without consulting me about it, it had edited them out.
They disappeared. Ce que vous voyez, c'est une sélection sur votre fil d'actualité. Ça n'est pas toutes les actualités. Ce qui fait que très souvent, il y a plein de gens qui disent oh, « mais c'est toujours les mêmes qui publient ». En fait, non. En fait, tu ne vois que toujours les mêmes. D'autant plus que tu les lis. So Facebook isn't the only place that's doing this kind of invisible algorithmic editing of the web. Google's doing it too. If I search for something and you search for something, even right now at the very same time, we may get very different search results. Even if you're logged out, one engineer told me, there are 57 signals that Google looks at. Everything from what kind of computer you're on, to what kind of browser you're using, to where you're located, that it uses to personally tailor your query results. Think about it for a second. There is no standard Google anymore. And you know, the funny thing about this is that it's hard to see. You can't see how different your search results are from anyone else's. But a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google Egypt and to send me screenshots of what they got. So here's my friend Scott's screenshot, and here's my friend Daniel's screenshot. When you put them side by side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are. But when you do read the links, it's really quite remarkable. Daniel didn't get anything about the protests in Egypt at all in his first page of Google results. Scott's results were full of them. And this was the big story of the day at that time. That's how different these results are becoming. So it's not just Google and Facebook either. You know, this is something that's sweeping the web. There are a whole host of companies that are doing this kind of personalization. Yahoo News, the biggest news site on the internet, is now personalized. Different people get different things. Huffington Post, the Washington Post, New York Times, all flirting with personalization in Libération.fr, LeMonde.fr. various ways. And where this moves us very quickly toward a world in which the internet is showing us what it thinks we want to see, but not necessarily what we need to see. As Eric Schmidt said, it'll be very hard for people to watch or consume something that has not, in some sense, been tailored for them. So I do think this is a problem. And I think if you take all of these filters together, if you take all of these algorithms, you get what I call a filter bubble. And your filter bubble is kind of your own personal, unique universe of information that you live in online. And what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do. But the thing is that you don't decide what gets in. And more importantly, you don't actually see what gets edited out. So one of the problems with the filter bubble was discovered by some researchers at Netflix. And they were looking at the Netflix queues and they noticed something kind of funny that a lot of us probably have noticed, which is there's some movies that just sort of zip right up and out to our houses. They enter the queue, they just zip right out. So Iron Man zips right out, right? And Waiting for Superman can wait for a really long time. Waiting for Superman. What they discovered was that in our Netflix queues, there's kind of this epic struggle going on between our future aspirational selves and our more impulsive present selves. You know, we all want to be someone who has watched Rashomon. But right now, we want to watch Ace Ventura for the 4th time. So the best editing gives us a bit of both. It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan. It gives us some information vegetables. It gives us some information dessert. And the challenge with these kind of algorithmic filters, these personalized filters, is that because they're mainly looking at what you click on first, you know, it can throw off that balance. And instead of a balanced information diet, you can end up surrounded by information junk food. So what this suggests is actually that we may have the story about the internet wrong. In a broadcast society, you know, this is how the founding mythology goes, right? In a broadcast society, there were these gatekeepers, the editors, and they controlled the flows of information. And along came the internet, and it swept them out of the way, and it allowed all of us to connect together, and it was awesome. But that's not actually what's happening right now. What we're seeing is more of a passing of the torch
from human gatekeepers to algorithmic ones. And the thing is that the algorithms don't yet have the kind of embedded ethics that the editors did. So if algorithms are going to curate the world for us, if they're going to decide what we get to see and what we don't get to see, then we need to make sure that they're not just keyed to relevance. We need to make sure that they also show us things that are uncomfortable or challenging or important. This is what TED does, right? Other points of view. And the thing is, we've actually kind of been here before as a society. In 1915, it's not like newspapers were sweating a lot about their civic responsibilities. Then people kind of noticed that they were doing something really important. That in fact, you couldn't have a functioning democracy if citizens didn't get a good flow of information. That the newspapers were critical because they were acting as the filter, and that journalistic ethics developed. It wasn't perfect, but it got us through the last century. And so now, we're kind of back in 1915 on the web. And we need the new gatekeepers to encode that kind of responsibility into the code that they're writing. You know, I know there are a lot of people here from Facebook and from Google, Larry and Sergey, who, people who have helped build the web as it is, and I'm grateful for that. But we really need you to make sure that these algorithms have encoded in them a sense of the public life, a sense of civic responsibility. We need you to make sure that they're transparent enough that we can see what the rules are that determine what gets through our filters. And we need you to give us some control so that we can decide what gets through and what doesn't. Because I think we really need the internet to be that thing that we all dreamed of it being. We need it to connect us all together. We need it to introduce us to new ideas and new people and different perspectives. And it's not going to do that if it leaves us all isolated in a web of one. Thank you. Juste, du coup, peut-être, cette vidéo, moi je trouve qu'elle est assez éclairante. Elle permet vraiment de comprendre le problème des algorithmes, par exemple, des datas personnelles, finalement quel est le problème pour le consommateur d'informations. Et je ne suis pas d'accord avec sa conclusion. Moi je ne crois pas qu'il faut dire à Google d'inclure de la responsabilité dans leur travail. J'y crois pas un instant. Je pense que ces groupes-là, ils sont, vous voyez, ils sont dans une logique qui est une logique économique. Mais de la même manière que les médias, ils sont dans des logiques économiques. Leur objectif, c'est de vendre. Donc du coup, je ne leur fais pas confiance. Et je me dis que je fais confiance dans l'éducation. Et qu'en fait, la leçon peut-être, c'est qu'on doit savoir ce qu'est un algorithme. On doit comprendre le lien entre algorithme et data. On doit être en capacité de pouvoir changer de navigateur, comprendre dans quelle mesure ça modifie notre accès à l'information, comprendre que les réseaux sociaux, c'est une version partielle, que nos clics ils déterminent des choses, et d'être dans une attitude qui va mêler maîtrise technique et maîtrise théorique pour mettre ce que l'on consomme à distance pour fabriquer son propre point de vue. Je ne leur fais pas confiance. Et en même temps, je me dis que quand on est face à des gens qui sont très éloignés du numérique, il faut quand même les réconcilier avec le potentiel du numérique. Et qu'il ne s'agit peut-être pas de leur dire « Oh là là, vous savez, Google, Facebook, tout le monde se fout de votre gueule ». Il s'agit qu'ils voient aussi le potentiel de ces outils-là pour en faire des choses intéressantes. Et après seulement, on pourra développer chez eux cette posture critique qui leur permettra d'aller plus loin. Mais bien penser à ça. En fonction du niveau initial du public qui est le nôtre, on doit changer évidemment notre manière de les accompagner pour en faire des gens juste libres et éclairés. Si on fait ça, pour moi, on a réussi le job. Voilà, merci.